Comment ça va l'Afrique? Eh bien, c'est la question que l'on se pose nous aussi. Et vous avez appelé de vos voeux une émission dédiée à la santé en Afrique. Nous avons essayé de la réaliser pour vous, n'est-ce pas Séverine? Oui Ralph, une émission qui prend ses racines en Afrique et qui parle aussi à toute sa diaspora, des sujets liés à la santé et aux problèmes de société, toute une série de reportages réalisés ici en France et en Afrique, des interventions de spécialistes sur notre plateau et celles de nos journalistes qui ont réalisé ces différents sujets. Dis-moi comment tu es belle, je te dirai combien ça te coûte. 150 à 300 € mensuels, c'est le budget moyen de la ménagère africaine allouée à la beauté. C'est ce que nous dit celle qui se fournit dans les boutiques de cosmétiques de Strasbourg-Saint-Denis et Château-Rouge à Paris. Coiffure, diverses ongles, maquillage et pour certaines d'entre elles, une multitude de crèmes, laits et autres lotions éclaircissantes, blanchissantes, dépigmentantes, parfois décapantes. Et oui, des nuances loin d'être anodines pour la peau et pour la santé, car certains produits sont ravageurs à moyen et long terme et contiennent corticoïdes, mercure, voire même de l'hydroquinone. L'agent dépigmentant le plus utilisé est classé cancérogène par l'OMS et interdit en France, officiellement dans la plupart des pays africains, mais la pratique perdure. Notre équipe à Lomé au Togo a recueilli des témoignages des habitants. On les écoute. Un peu partout en Afrique noire, du Nigeria au Bénin, en passant par le Togo, une pratique tend à se généraliser. La dépigmentation est une pratique qui consiste à utiliser les produits cosmétiques ou médicaments dans le but de rendre la peau plus claire. Depuis la nuit des temps, des produits ont toujours été utilisés dans le but d'emberler la peau, la rendre plus lisse, douce, agréable à voir et à toucher. Le phénomène de la dépigmentation touche aujourd'hui les femmes et les hommes de toutes les couches sociales. Selon certaines femmes, la peau blanche est synonyme de la richesse et de beauté. Au Togo, elles sont surnommées Dayovo, ce qui signifie la blanche. En Afrique noire, le critère de beauté que les jeunes croient le meilleur, c'est le teint clair. Alors que si ta peau est naturellement noire, je ne sais pas pourquoi tu voudrais avoir une peau claire. Je pense que c'est la recherche de la beauté, enfin. Et aussi un complexe d'infériorité de ceux qui sont noirs par rapport à ceux qui sont clairs. Je ne sais pas pourquoi cela se passe ainsi. De nos jours, les produits cosmétiques éclaircissants pullulent dans les boutiques et sur les marchés. On note une panoplie d'affiches publicitaires des produits cosmétiques le long des routes, ce qui a le don d'attirer certains consommateurs naïfs. Le point de vue sur la dépigmentation chez d'autres Togolais reste négatif, car selon eux, tout ce qui est naturel est sans problème. Mon point de vue sur la dépigmentation est négatif. Je n'aime pas du tout ça. La peau naturelle, c'est une très belle peau, et surtout la peau africaine. Et moi, j'aime garder ma peau naturelle, je préfère ça. Les conséquences de la dépigmentation sont multiples. Quand on se dépigmente, après, c'est des problèmes, c'est les maladies, le cancer de la peau. Certains médicaments comme les corticoïdes, les glutations ont été détournés de leur but premier thérapeutique à cause de leur effet secondaire dépigmentant. Il y a aussi maintenant le glutathion, c'est le plus fort, c'est la vogue, où les gens l'utilisent soit par injection IV, et dans ce cas, il y a eu des accidents qui ont été signalés. C'est les accidents médicamenteux, tu te retrouves comme tu étais brûlé vif, comme si on t'avait mis dans le four, ou bien tu fais alors un choc vasculaire, et là tu peux en mourir, ou alors ça te crée des problèmes nerveux parce que ça a un effet. C'est des médicaments qui étaient utilisés pour agir sur les neurones des cellules nerveuses dans certaines maladies, par exemple la maladie de Parkinson. C'est la tremblote, la maladie de la tremblote.
Alors, quand on utilise ces produits, surtout par voie injectable, on a des accidents. Le professeur Antoine Petit, dermatologue à l'hôpital Saint-Louis de Paris, tire la sonnette d'alarme et pointe les dangers sanitaires. Bella et Sakina, toutes deux vendeuses de cosmétiques à Paris dans le quartier de Château-Rouge, nous livrent leur regard de professionnels de beauté sur ce phénomène de plus en plus répandu, mais toujours tabou. Un sujet d'Emmanuel Valette-Vassia et Enguerrand Dubroca qui nous en parle tout de suite après ce reportage. Dépigmenter la peau, ça coûte cher et il ne faut pas mettre n'importe quoi. Donc les produits qui sont dépigmentés, déjà c'est pas bien, mais les produits déjà de bonne qualité, ce sont ces produits-là qui coûtent un peu plus cher. Voilà. Même les produits avec hydroquinone, ils marquent même plus le thème décapant, tout ça. C'est vrai que ça a un degré, ça a des degrés différents. Éclaircissant, c'est moins dangereux que décapant, par exemple. Voilà. Le truc, c'est que c'est un engrenage. Je pense que c'est au fil du temps, voilà, on a envie de faire plus à chaque fois. Voilà, après, c'est devenir un peu Michael Jackson à la fin. Mais voilà, après, c'est de là. Comme les produits ne sont pas vraiment ce qu'il faut, alors du coup, ça peut abîmer voilà, complètement et médicalement parlant aussi. La pratique souvent commence à l'adolescence ou chez l'adulte jeune et parfois, assez souvent, se termine vers l'âge de 50-60 ans. Il y a une pratique qui consiste à prendre des pots de crème ou de lait puis à mélanger dedans des tubes d'une autre crème et éventuellement des huiles. Donc ces mélanges comprennent de l'hydroquinone, des corticoïdes, c'est-à-dire des substances dérivées de la cortisone. Quand on applique ça sur le corps entier tous les jours et sur toute la surface du corps, on risque plus ou moins rapidement des effets secondaires importants, des vergetures, c'est le premier effet secondaire esthétique terrible, sont des vergetures, des fragilités de la peau, des infections, des champignons, la gale, des infections bactériennes. Et puis, quand on met ça sur des grandes surfaces, ça passe à travers la peau, ça rentre dans le sang et on peut avoir toutes les complications de la cortisone en comprimé. Il y a une baisse des défenses immunitaires, ça favorise le diabète, ça favorise la tension, ça fragilise les os, ça fragilise les muscles, ça peut modifier la silhouette, ça peut abîmer les yeux, favoriser le glaucome, favoriser la cataracte. On sait, tout le monde sait, mais bon après, la beauté avant tout apparemment. On n'y pense pas trop à la santé, c'est dommage d'ailleurs. C'est aberrant, mais en même temps, voilà, c'est le choix de chacun. Alors on dit que ça tue, on dit que c'est dangereux, mais voilà, chacun décide de mourir comme il veut. Je trouve ça dommage, hein. La beauté, c'est naturel. Après, faire tout ça, pourquoi? Bon, je sais pas, pour plaire à qui, pour faire quoi? Après, ça dépend de la mentalité de chacun. J'ai ce jugement-là, je me dis, mais pourquoi interdire? Comme aux États-Unis, vous laissez, après, voilà, chacun sa décision. Oui, j'utilise des produits éclaircissants. Oui, des produits qu'on vend aussi à la boutique. On a de bons retours là-dessus. Oui. On a de bons retours, on n'a pas encore eu de mauvais retours sur le fait que, voilà, on a eu des problèmes par-ci, par-là, non. Être belle pour soi-même d'abord, après, le mari, puis le regard des autres aussi sur soi. Voilà. La demande esthétique, les gens sont prêts à tous les risques, bien sûr. Si votre peau s'est beaucoup éclaircie, c'est que les produits que j'utilise sont dangereux, à coup sûr. On ne peut pas éclaircir vraiment la peau sans courir des risques pour la santé générale et pour la peau. Alors messieurs, dites-nous, pourquoi on ne voit pas des utilisatrices dans ce reportage ? Eh bien, ce n'est pas faute d'avoir essayé. Nous avons diffusé des annonces sur les réseaux sociaux, nous sommes même allés à la sortie des boutiques à la rencontre des clientes. Nous avons aussi demandé à Bella, l'une des vendeuses que l'on voit dans le reportage, de nous aider à obtenir des témoignages. Elle nous a dit « Ok, moi je connais plein de personnes qui utilisent les crèmes éclaircissantes, mais au final, personne n'a voulu nous parler. » Comment ça se fait ? En fait, les seules personnes qui ont accepté de témoigner sont les personnes qui entendent dénoncer ce phénomène, les personnes qui sont fières de leur couleur de peau noire. Car le blanchiment de la peau reste un phénomène très largement tabou et très peu de femmes l'assument pleinement. D'ailleurs, on le sait moins, mais de plus en plus d'hommes ont recours à ces pratiques de dépigmentation de la peau
notamment les hommes d'origine camerounaise ou congolaise. Qu'est-ce qui explique selon vous l'ampleur de ce phénomène, hormis la dimension fric dont parle votre sujet? La dimension psychologique est sans doute à prendre en compte. Oui, outre l'aspect business, et comme le dit le docteur Petit qu'on voit dans le reportage, on touche vraiment au tabou de la classification des couleurs de peau, la classification sociale. Et ça, rien que le fait d'en parler, c'est très délicat. Mais messieurs, merci pour vos éclairages. Merci à vous. Merci. Soit tu t'écrases, soit tu te bagarres. Moi, j'ai décidé de me bagarrer. Fin de citation. Cette phrase est de Sergine Badji. Elle a 26 ans, est d'origine sénégalaise et souffre d'albinisme. Qu'est-ce que c'est l'albinisme? C'est une anomalie de la peau qui se caractérise par une dépigmentation partielle ou totale de la peau, du système pileux, cheveux et poils et de l'iris. Sergine est coordinatrice pour l'association Jeune Espoir, première association en France qui finance la recherche sur l'albinisme et qui soutient également les albinos tant du point de vue social que médical. Nous avons rencontré cette personnalité au caractère bien trempé, un sujet de Laure Chastan. Samay bët mu ngi obégu wante sama gis-gis mu ngi lëndëm ngir sama xalaat bu ñaaw be ma am ci nit ñi wuute ak man. Mes parents ne savaient pas vraiment ce qu'était l'albinisme. Quand elle m'a eu, elle disait je voulais te laisser à l'hôpital parce que j'avais peur des conséquences, je ne savais pas. J'ai vécu mon enfance et mon adolescence dans un pays où les albinos étaient mélangés à la population, même si il y avait cette discrimination. Quand on passait, on nous traitait d'albinos, de personnes maléfiques, de sorciers et tout. Je me suis dit, c'est soit je me laisse faire, soit j'essaie de tenir un autre comportement que celui que j'avais avant. Donc j'ai décidé de me bagarrer quasiment tous les jours à l'école. Pour ceux qui ne voulaient pas jouer avec moi, et pour ceux qui me rejetaient. Man xawma loolu lu tax parfois damay gis beneen jour ñu ngi doog ni beneen femme mu def sa loxo yi ci yow signe boobu lu muy signifié man je sais pas. Man mi xawma ko parce que ñoom dañuy wax ne peut-être buñ ma gisee te defuñu noonu dañuy am doom bu mel ne man même si comme si je n'étais pas une personne. À 16 ans, Sergine est choisie pour être l'actrice principale d'un court-métrage. Oumi et moi raconte l'histoire d'amour impossible entre Adam, un musulman noir, et Oumi, une albinos chrétienne. Pour promouvoir le film sélectionné dans un festival européen, Sergine s'envole en Belgique. Alors qu'à Dakar, sa santé est en danger, elle décide de rester vivre en Europe. Ma vue se dégradait de plus en plus. Je n'arrivais pas à trouver, on va dire, des ophtalmos assez spécialisés en matière d'albinisme pour pouvoir traiter ce phénomène-là. Cela fait 10 ans qu'elle vit en France, où elle travaille en tant qu'assistante administrative dans une entreprise d'informatique. Actuellement, je suis à mi-temps thérapeutique, ce qui fait que je ne fais pas les 35 heures. J'ai demandé à être aux 28 heures pour essayer, moi, en fait, de reposer mes yeux. Très à l'aise avec son corps d'albinos, Sergine pose régulièrement pour des photos de mode. Une manière pour elle de s'engager et d'aider d'autres individus albinos à s'accepter, comme elle. Je vis ma vie, l'albinisme n'est pas un obstacle pour moi. Je m'habille comme je veux, je sors, je vais en boîte, je vis ma vie, quoi. Ma mission au niveau de l'antenne, c'est d'informer les familles, d'apporter, on va dire, les éléments nécessaires pour eux, les aider à comprendre l'anomalie qu'a leur enfant. Moi, ce que j'aimerais, c'est que les mentalités en Afrique changent pour qu'on puisse, en Afrique, laisser les préjugés de côté, laisser la coutume de côté. Tout ce qu'on aimerait, c'est qu'on puisse être considéré, en fait, comme un humain. Eh bien, Laure, sacré personnage, Sergine Badji. Sergine Badji, tout à fait, qui a un sacré personnage, fort caractère, mais malheureusement, c'est pas la majorité, c'est même plutôt une exception d'être albinos et de s'affirmer à ce point. Justement, la majorité des albinos sont tués ou assassinés,
mutilés dans leur pays d'origine, malheureusement. Tout à fait. En fait, on assiste à véritablement un trafic humain dans certains pays d'Afrique, notamment en Afrique de l'Est, donc Tanzanie, Kenya, Burundi et le Malawi aussi énormément. Où récemment Amnesty International faisait un rapport où il recensait plus de 65 cas de violence contre des albinos depuis novembre 2014. Et quelle est l'évolution aujourd'hui? Alors dans les mentalités, on a une évolution plutôt positive, comme par exemple au Kenya où en octobre 2016, le pays organisait le premier concours de beauté pour albinos. Ce qui est un grand pas pour le pays. Il y a également la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme qui a été mise en place il y a 2 ans, donc, qui se déroule le 13 juin depuis 2015. À côté de ça, il ne faut pas perdre d'esprit qu'il y a quand même encore énormément de violences. Et en 2014, l'ONU a envoyé une experte indépendante 12 jours au Malawi pour faire un rapport. Elle en revenait en mettant en garde contre, ces termes étaient une disparition méthodique des albinos. Donc on est encore énormément dans une urgence de la situation. En tout cas, belle initiative pour Miss Albinos. On aimerait bien l'inviter sur notre plateau, peut-être la prochaine fois. Merci Laure. Merci. Au revoir. Bruno David, bienvenue. Alors vous êtes président de l'association Communication sans frontières et directeur de la communication du Secours islamique. Vous êtes donc un spécialiste de communication et un spécialiste des ONG, on peut dire. Vous êtes ici pour nous éclairer sur la façon dont l'action humanitaire communique. Et votre idée, c'est de dire que les ONG internationales communiquent toujours dans le même sens, c'est-à-dire dans le sens des donateurs, et très peu en fait pour renseigner les populations locales. C'est bien ça, j'ai pas trahi votre propos ? Non, c'est ça, c'est-à-dire c'est une des particularités de la communication, on va dire des organisations non gouvernementales, en tout cas des organisations humanitaires ou des organisations de la société civile qui s'adressent aux populations dans des pays en voie de développement ou des pays touchés, frappés par des catastrophes naturelles, qui ont besoin de solliciter leurs donateurs pour lever des fonds et pouvoir agir dans ces pays. La communication assez mécaniquement est faite par des gens du Nord pour des gens du Nord. Donc l'une des problématiques que l'on relève dans ce mécanisme, c'est qu'en définitive, les populations locales sont très peu informées, à contrario de ce qu'on pourrait imaginer, comme on l'est dans nos pays sur toutes les causes d'intérêt général, les causes de santé publique, le tabac, le cancer, la sécurité routière, l'eau potable, l'hygiène bucco-dentaire, etc. Toutes ces formes de communication d'intérêt général sont très peu développées finalement dans les pays qui en ont le plus besoin. Donc c'est ce qui fait un peu le paradoxe de la communication des ONG. C'est une communication qui est extrêmement développée dans les pays du Nord, là où finalement la communication de santé publique reste très importante, mais peut-être moins prioritaire que dans un certain nombre de pays. Et dans ces pays où elle se révèle comme étant très déficitaire en termes de présence, de communication massive auprès des audiences très importantes, on se rend compte que les ONG, alors on peut se poser la question, est-ce que c'est aux ONG de le faire, est-ce que c'est à l'État, est-ce que c'est à d'autres organismes? Mais ce qu'on relève, c'est que de toute manière, la communication des ONG est beaucoup plus importante au nord qu'au sud. Alors pour bien comprendre ce que vous dites, on va visionner la campagne de communication de Médecins sans frontières. Alors ce qu'on appelle une campagne de levée de fonds, de communication, de fundraising de Médecins sans frontières. On regarde ce sujet, retour sur le plateau dans un instant. Votre don sauve des vies. Agissez maintenant sur msf.fr. Alors on vient de voir cette campagne, est-ce que vous pouvez nous la commenter ? Alors oui, très brièvement, parce que comme vous l'avez vu, c'est une campagne qui fonctionne par ellipse, c'est-à-dire qu'entre l'aide
la situation qui est décrite dans cette campagne, la solution qui est proposée, c'est de faire un don. Donc on voit très bien le raccourci qui est fait et que certains dénoncent par ailleurs sur le fait que les ONG peuvent rompre le lien social qui lie les individus entre eux, c'est de considérer que la réponse unique que l'on peut avoir à une crise de santé publique ou une catastrophe naturelle, c'est mécaniquement de faire un don. Or, il y a d'autres situations qui sont extrêmement importantes, qui sont celles de la prévention. C'est-à-dire pour prévenir en fait les situations dans lesquelles se trouvent de nombreuses populations qui ont besoin d'aide humanitaire, c'est de faire de la prévention. L'information, et la prévention passe par l'information et passe par la communication. Et on voit bien que le don n'est pas un élément majeur finalement de ce dispositif de communication. Il est important dans le dispositif général, mais il ne peut pas se substituer à la prévention. C'est-à-dire l'argent ne remplacera jamais l'information. Justement, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples concrets sur lesquels il faudrait sensibiliser les populations locales, par exemple? Alors, il y a un très bon exemple qui a eu lieu, malheureusement, encore trop récemment, c'est celui de Ebola, par exemple, hein, où toutes les populations d'une grande partie de l'Afrique ont été frappées directement. La prévention fait partie du dispositif anti-Ebola. Voilà. Le lavage des mains, l'hygiène, etc. On voit beaucoup la conséquence, le traitement, les humanitaires qui sont sur le terrain en cosmonautes, habillés pour traiter des individus. Mais une grande partie en fait, du travail des ONG devrait être aussi de travailler sur la prévention et pas uniquement sur l'action et la conséquence finalement des problématiques sur lesquelles elles sont investies. Alors pour finir, j'avais envie que vous reveniez sur cette campagne de Médecins du Monde qui a gagné le Grand Prix de communication solidaire et qui s'appelle No Excuse. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ? Elle montre, c'est un très très bon exemple parce que cette campagne a été, comme vous le dites, récompensée par un jury très éclectique et très représentatif en même temps, tant de la population française que des professionnels qui produisent ces campagnes pour les ONG, et donc qui a décidé de récompenser cette campagne pour son travail créatif, son angle, son originalité, mais elle a aussi été très critiquée. Elle a été critiquée parce que un certain nombre de chercheurs, ou en tout cas de militants, considéraient qu'elle rompait le lien social justement entre la société civile et les donateurs, et que ce n'est pas uniquement l'argent qui peut répondre à des problématiques humanitaires. Et le but finalement d'une ONG, ce n'est pas tant que de collecter, bien évidemment, même si c'est important, mais c'est aussi de militer pour que l'action puisse se faire en prévention d'une action. Eh bien, je crois qu'on sera amené à vous revoir très souvent sur nos plateaux. Merci Bruno David pour votre intervention. Merci. Des femmes de plus en plus nombreuses à vouloir utiliser une contraception. Le stérilet, l'implant ou la pilule, elles veulent contrôler leur grossesse, être enceintes quand elles le souhaitent ou choisir de ne pas être enceinte du tout. Pour les accompagner dans leur démarche, des centres de planification ont fait leur apparition un peu partout dans les pays d'Afrique de l'Ouest francophones. Mais si la population est de plus en plus sensible à ces questions, qu'en est-il des pouvoirs publics? Pour le savoir, Maëlle Lecor est allée interroger Christine Moget, spécialiste du développement du planning familial en Afrique de l'Ouest. Améliorer l'accès à la contraception pour les femmes dans 10 pays d'Afrique. Voilà l'objectif qui a réuni dans la capitale sénégalaise acteurs de santé, responsables d'ONG et politiques en février dernier. L'opération est baptisée The Challenge Initiative. Jusqu'en 2020, le projet sera piloté par Thérèse Maillet-Diouf. C'est une initiative qui vise les 9 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Notre objectif, c'est de pouvoir servir aux populations pauvres des services de planification familiale de qualité. La première prise de conscience vient de cette volonté politique au niveau régional de chaque pays, donc de dire, voilà, il est temps qu'on se mette ensemble et qu'on réfléchisse à comment accélérer la planification familiale, les progrès qui ont été faits, afin que nous puissions nous aussi profiter du développement, que nous puissions combattre la mortalité maternelle, qui est un grand fléau dans nos pays. La planification familiale et l'accès à la contraception sont plus que des questions de santé publique. Ce sont des enjeux majeurs dans ces pays où beaucoup de femmes et d'enfants meurent au moment de l'accouchement. Aujourd'hui, environ 830 femmes meurent chaque jour dans le monde de complications liées à leur grossesse. Selon l'OMS, 2 décès sur 3 surviennent en Afrique subsaharienne. La priorité pour nous, c'est pour que les enfants ne meurent plus. La priorité, c'est d'avoir des femmes, des épouses, des mamans,
des jeunes filles en excellente santé, c'est-à-dire qui ne font pas des enfants tous les ans ou tous les 9 mois, d'avoir des femmes qui espacent leur naissance. Donc nous, ce sont les messages que nous véhiculons au niveau des populations et c'est des messages qui sont acceptés, qui sont compris. Nos pays se sont engagés à ce que plusieurs millions de femmes supplémentaires utilisent des contraceptifs modernes. Il s'agit d'une étape majeure vers l'amélioration du bien-être et des perspectives pour nos populations, nos familles, nos communautés et nos pays. La planification familiale, c'est la possibilité pour les couples de pouvoir vivre une sexualité qui peut se construire dans le plaisir et dans le désir d'enfant et dans la santé aussi, parce que les maternités à répétition, c'est une fragilité potentielle. Il y a vraiment une vraie plus-value à ça. C'est pas une contrainte et souvent il peut y avoir une tendance à penser que c'est une contrainte. C'est difficile à déconstruire parce qu'il y a quand même des façons de présenter ces choses-là qui vont freiner l'adhésion à la contraception, et qui vont en faire quelque chose qu'on veut imposer. On a fait le procès aux promoteurs de la planification familiale de vouloir encourager la dépravation des jeunes. On a fait le procès aux promoteurs de la planification familiale de pouvoir rendre stérile la jeune génération. Les rumeurs, elles sont là, heureusement de moins en moins, parce que les femmes aussi sont de plus en plus instruites. Avoir la contraception, c'est revendiquer le plaisir. Parce que ça veut dire qu'on a une sexualité qui devient pas conditionnée, où vous n'avez pas l'épée de Damoclès au-dessus de votre tête, et que vous pouvez avoir cette relation en toute sécurité et ne vous concentrer que sur le plaisir que vous donnez ou que vous recevez. Et ça c'est quelque chose qui reste tabou dans toutes les sociétés, alors avec effectivement des crescendo. Lorsque les jeunes recherchent des informations ou des services de planification familiale, ils peuvent être victimes de stigmatisation pour des raisons religieuses ou culturelles. L'accès à ces services est souvent réservé aux personnes mariées ou à celles qui obtiennent le consentement des parents. La priorité pour nous, c'est de sauver des vies. La priorité pour nous, c'est de sauver nos finances. C'est de pouvoir, grâce à la planification familiale, faire des économies donc dans les budgets de nos pays. Nous avons foi, nous avons confiance que ça va aller. Maëlle, bienvenue. Alors, on vient de voir votre reportage. Christine Mauget du planning familial évoque des préjugés ou des idées reçues vis-à-vis de la planification familiale. Concrètement, ça se traduit comment ? Alors, pour vous répondre, je vais vous raconter une petite anecdote. Ça s'est passé très récemment au Burkina Faso, c'était en janvier dernier. Une rumeur a circulé fondée sur on ne sait trop quoi, mais comme quoi les femmes qui voudraient faire retirer leur implant, donc qui se servent d'un implant comme contraceptif, allaient devoir payer pour le faire retirer dans les centres de santé. Une rumeur fondée sur rien, mais mine de rien qui a eu des effets, c'est-à-dire que des femmes ont effectivement été dans les centres de santé pour faire retirer leur implant avant de devoir le faire moyennant une certaine somme d'argent. Donc, ça montre bien qu'il y a quand même une certaine fragilité dans la sensibilisation et que les pouvoirs publics doivent encore communiquer de manière intelligible pour la population pour que ce genre de fausses rumeurs, de fausses informations n'aient plus autant de pouvoir et d'effet sur la population. Dites-nous alors quelles sont les stratégies mises en place pour contrecarrer la désinformation autour de la planification familiale ? Alors justement, une des stratégies qui est mise en place et qui a des effets, les centres de santé mettent en place ce qu'on appelle des causeries, c'est-à-dire qu'au lieu que les femmes s'adressent à des médecins, des professionnels de santé, des sages-femmes, eh bien, elles vont s'adresser à des femmes proches dans leur entourage, une sœur, une cousine, une voisine, et du coup elles pourront échanger plus facilement sur des sujets comme la contraception, plutôt que d'être dans un sentiment de jugement qu'elles peuvent avoir dans un centre de santé par exemple. Ça c'est une première stratégie. On voit aussi que les campagnes de communication misent aussi sur le fait de s'adresser aux hommes, pas seulement aux femmes, donc qui vont saisir facilement l'intérêt de la contraception, mais aussi faire comprendre aux hommes que l'intérêt de la santé de leur compagne, de leur épouse, c'est aussi leur intérêt, c'est l'intérêt de leur famille, c'est l'intérêt de leur enfant de manière générale. Enfin, les organisations de santé misent aussi sur les leaders religieux pour s'adresser à la population, notamment les imams qui justement peuvent faire de la sensibilisation à la planification familiale auprès de personnes qui pourraient être dans un doute. Est-ce que planifier une grossesse, ça ne va pas à l'encontre de certains principes religieux, justement. Voilà, justement, les imams peuvent rassurer les personnes et leur dire que non, avoir accès à la contraception, ce n'est pas
pas contradictoire avec la pratique religieuse, justement. Merci pour ces explications. Merci. Dans une émission sur la santé en Afrique, difficile de ne pas évoquer le VIH et les ravages qu'il a provoqués. Mais cette fois, c'est pour vous parler plutôt d'une bonne nouvelle. La PrEP, ou la prophylaxie pré-exposition, fait son apparition dans plusieurs pays d'Afrique francophone dès avril 2017. De quoi s'agit-il? La PrEP est une méthode révolutionnaire qui consiste à prendre un médicament à titre préventif et elle empêche, dans plus de 95% des cas, d'attraper le virus du sida. Pour savoir comment ça marche, voici un document très pédagogique signé Eugène Reyes. Après plusieurs pays africains anglophones, des études vont être menées en Afrique francophone sur la PrEP. La PrEP, ou prophylaxie pré-exposition, est une nouvelle méthode de prévention par la prise d'un comprimé pour éviter l'infection par le virus du sida. La PrEP, c'est un peu la pilule contraceptive pour le VIH, c'est-à-dire que c'est la même chose, c'est-à-dire que quand on prend une pilule, c'est pour éviter d'avoir un enfant. C'est exactement ce même schéma-là qui a été éprouvé et évalué dans le cadre de la lutte contre le sida. C'est une phase expérimentale, c'est une étude bien délimitée, dans des pays bien délimités, 4 pays, Togo, Burkina Faso, Côte d'Ivoire et Mali, d'encadrement biologique, mais éthique également, ce qui est important à souligner. Donc ce n'est pas accessible pour l'instant à tout le monde, mais on espère que les résultats qui seront apportés par cette étude permettront à l'ensemble des 54 pays d'Afrique de pouvoir accéder à la PrEP dès que sera fait ses preuves. Le schéma de prise de la PrEP est toujours le même. Prenons quelques exemples. Si vous prévoyez d'avoir un rapport sexuel dans la semaine, il faudra prendre 2 comprimés entre 24 heures et 2 heures avant le rapport. Puis, reprendre un comprimé 24 heures plus tard et une 3e prise les 24 heures suivantes. Si entre-temps vous avez un nouveau rapport sexuel, il suffit de reprendre un comprimé toujours espacé de 24 heures après le dernier rapport sexuel à risque. Si votre dernière séquence de PrEP date de 6 jours ou moins, vous pouvez débuter la nouvelle séquence avec un seul comprimé et répéter le même schéma. Donc, nous avons compris en faisant le constat que le préservatif n'est pas le seul moyen utilisé par les personnes pour réduire la transmission du VIH d'une personne infectée à une autre. En ce sens, pour différentes raisons. Soit je suis professionnel de sexe, c'est que je suis violenté par la police, ou c'est les clients qui ne veulent pas, qui viennent donner de l'argent plus important pour avoir le rapport sexuel sans préservatif. Soit au niveau des couples séro-différents, qu'il soit un homme positif ou la femme positive, il y a des difficultés d'utiliser le préservatif. Ou tout simplement, il y a l'inconfort de certaines personnes par rapport à l'utilisation du préservatif. Et in fine, la motivation de continuer du préservatif de façon permanente posait des problèmes. Et là, nous nous sommes dit que la PrEP est un nouveau outil qui permet de compléter cet arsenal d'outils mis à la disposition des populations. Surtout quand nous avons compris que cette PrEP-là, cet outil, vraiment a un impact très important, utilisé auprès des populations qui sont les plus exposées, telles que les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes, les professionnels de sexe ou les usagers, surtout les hommes qui ont des rapports sexuels avec les hommes. Donc, encore une fois, c'est un outil supplémentaire en termes de prévention qui va s'ajouter aux autres outils qui existent, donc, entre autres le préservatif. Une personne qui est positive, sa femme qui est négative, pour que le foyer continue à être stable, pour que les enfants puissent bénéficier de l'affection des 2 parents, si la femme qui est négative prend ce médicament, elle ne va pas être contaminée. Ce n'est pas un droit pour ce couple-là de s'épanouir sexuellement et de faire que le foyer soit bien garanti et que les enfants puissent profiter des parents. Hier, nous avons eu raison de nous battre pour qu'il y ait accès aux médicaments, aux antirétroviraux. Le traitement pour la PrEP, mais ça ne coûte rien. C'est entre 50 à 70 $ par an pour une personne
Et imagine-toi, et à chaque fois que tu évites la transmission du VIH chez une personne qui est une personne à grand risque, tu l'éviterais à 10, voire plus 20 personnes qui ne seront pas sous traitement antirétroviraux. Donc, vous voyez quel gain d'économie le pays va faire en mettant la PrEP à la disposition des populations les plus exposées pour que ça puisse réduire la transmission du VIH. Et cette population ne sera plus la population passerelle avec la population générale. Mais disons aux populations que quand tu prends les médicaments, tu ne transmets plus le VIH. Et ça, c'est important. Et quand on va savoir cela, tu vas voir, chacun va aller prendre son médicament. Cette prévention à destination des populations homosexuelles est d'autant plus une bonne nouvelle que la communauté homosexuelle est la plus touchée par le VIH en Afrique. Elle est aussi la plus mal informée et la moins bien soignée. Ce paradoxe s'explique par le fait bien sûr que l'homosexualité est un crime dans de nombreux pays d'Afrique. Conséquence, beaucoup d'homosexuels refusent de se faire soigner ou de fréquenter les centres de soins par peur d'être identifiés. Gays et séropositifs en Côte d'Ivoire et au Cameroun, c'est le sujet de Julien Moschetti que nous vous proposons de découvrir maintenant. Les gens, ils souffrent. Ils vivent dans la clandestinité, ils vivent avec le doute au quotidien. Est-ce que si les parents le savent, mes études seront plus payées? Si les parents le savent, je serai mis à la porte. Si les parents le savent, qu'est-ce que je vais devenir après ça? Souvent, ils vont dans les cliniques et des hôpitaux où la population s'y rend et ils sont discriminés du fait qu'ils sont assez sages. Donc, cela fait que certaines personnes, ils ont une stigmatisation intérieure, c'est-à-dire ils ont peur eux-mêmes d'aller dans les centres de santé, du fait qu'on va les stigmatiser déjà lorsqu'ils sont séropositifs et du fait aussi qu'ils sont homosexuels. Donc ça fait que les personnes assez sages en question sont réticentes pour se rendre dans les centres de santé. Donc nous, en tant qu'éducateurs de peur, on les amène, on les incite, on les convainc à aller dans ces centres de santé. Mais ce n'est pas permis à tout le monde de partir parce qu'ils ne veulent pas. Ils se disent qu'ils seront découverts, ils veulent la discrétion. Demain, si on arrive, on tombe sur une personne de la famille qui est là-bas. Qu'est-ce qu'on va dire? On va savoir qu'on est assez sages. Du coup, ils sont stigmatisés par la famille. Aujourd'hui, moi, je connais plein d'assez sages aujourd'hui, qui ont une famille, qui ont des enfants, mais ils vivent discrètement. Beaucoup d'amis avec qui je suis toujours en contact vivent dans cette clandestinité-là. Le parent ne sait pas l'orientation sexuelle, mais l'oblige peut-être à avoir une copine parce que sa maman lui demande d'avoir une copine, ou bien il est en couple avec un mec, peut-être qui habite dans une autre commune, pour éviter même qu'on puisse les voir ensemble. Je protège ma vie pour ne pas que mes parents me mettent à la porte, pour ne pas qu'ils découvrent mon homosexualité. J'ai de très bonnes relations avec ma famille, donc vraiment il ne faut pas que ces relations sociales-là soient brisées. Au niveau du VIH, il y a encore plus de propagation d'infections parce que les associations aujourd'hui, la plupart du temps, sont aussi aujourd'hui des bisexuels. Les préjugés des parents vont t'amener aujourd'hui à te marier. Et cela, imagine-toi que tu es assez sage, tu es infecté, tu fais qu'on t'oblige à te marier, quand même tu es marié avec ta femme, tu ne peux pas dire « Ok, j'utilise des préservatifs chaque fois, Mon homosexualité était sûre. Donc, rien ne m'obligeait à être bisexuel. Mais les insultes et les moqueries, là, je les subissais parce que j'assumais. Chaque jour, il y a des homosexuels qui subissent des violences. Il y a même un jeune ami qui était obligé de se suicider parce que non seulement il avait le VIH, mais en plus du VIH, il était homosexuel. Donc, il subissait chaque jour des insultes de la part de son père, de sa mère et de tous ses frères et ses sœurs. Un matin, il s'est suicidé. Et on a été interdit même d'arriver à ses funérailles parce qu'on était porteurs de malheur. Pour eux, c'est l'hétérosexualité qui doit pouvoir exister. Donc, quand vous êtes de l'autre bord, vous devenez
un animal qu'on ne doit pas considérer une personne qui n'a pas de droit. Tu reçois des injures, tu vas beau porter plainte, ça ne va pas aboutir. On t'agresse, quand tu portes plainte, une fois qu'on sait que tu es gay, ça ne va aller nulle part. Je prends des personnes, je fais des causeries de groupe. On m'envoie une lettre de menace pour lui dire « Monsieur, parce que du fait que tu es assez sage, tu sensibilises des personnes pour éviter la propagation du VIH, tu es un facteur, tu encourages encore plus l'homosexualité dans le quartier. » Aujourd'hui, les assez sages ne sont pas défendus. Ils ne sont pas défendus. Au contraire, ils sont stigmatisés par la population elle-même. Aujourd'hui, tu es assez sage, tu es un peu efféminé, tu marches dans la rue. S'il y a un groupe de jeunes qui va jouer au football, ils vont prendre le ballon, ils vont te taper. Tu parles, on te tabasse. Tu vas te plaindre où? À la police? Tu vas à la police. Aucun commissaire ou aucune personne de l'armée, une personne des droits de l'homme va te défendre. Je me présente à la convocation, on me dit, en plus, le mot, excusez-moi du terme, hein, tu es PD, un PD ne mérite pas que la loi le défende. Même si on t'a fait du mal, là, tu vas te plaindre, on dit, mais qu'est-ce que c'est? Parce que quand tu expliques du fait que je suis homosexuel, tu as tort déjà. D'office, tu as perdu. C'est toi seul qui vis dans ton monde. Ton monde n'est pas partagé par tout le monde parce que les autres ne comprennent pas pourquoi est-ce que tu le fais et ne t'acceptent même pas. Pour eux, tu es fait pour souffrir. Et quand tu es comme ça, il faut que tu souffres. Là, quand tu vas souffrir, tu vas comprendre que le monde doit être comme eux le définissent. Quand vous pouvez, si vous avez la possibilité de venir en exil, je pense que c'est une solution parce que là, au moins, ça apporte la paix. Et même si vous n'avez pas une vie meilleure, mais au moins vous êtes en vie et puis bon, vous pouvez voir le futur. Comment ça va l'Afrique s'intéresse aussi à l'histoire de l'Afrique. Séverine, vous avez rencontré l'historien Guillaume Lachenal à l'occasion de la sortie de son livre « Le médecin qui voulut être roi », publié au Seuil. Tout à fait, Ralph. Alors Guillaume Lachenal est historien, il est spécialiste de l'histoire de la médecine et de l'Afrique à l'université Paris 7 en France. Dans son livre, donc Le médecin qui voulut être roi et qu'il vient de sortir, il nous parle de la place donnée à la médecine dans le colonialisme en Afrique. Dans ce livre, c'est l'histoire d'un médecin colonial, le médecin Jean-Joseph David, à qui le gouvernement français a donné les pleins pouvoirs pour gouverner toute une région du Cameroun qui s'appelle la région d'Abong-Bang. Il va donc exaucer en quelque sorte le rêve du colonialisme à cette époque, c'est-à-dire un monde réinventé par les médecins. Ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il montre en quoi, d'un côté, le colonialisme a créé un réel progrès pour les populations en termes médicaux, et d'un autre côté, a aussi abouti à des erreurs, à des désastres même parfois. Alors je vous propose qu'on l'écoute, on l'a rencontré. Regardons le sujet. C'est l'histoire d'une région entière du Cameroun, le Haut-Nyong, dans l'est du Cameroun, que le gouvernement français a décidé de confier entièrement, pendant la Seconde Guerre mondiale, aux médecins, avec pour consigne de réinventer une manière de gouverner inspirée par la médecine, et donc de faire de cette région une expérience grandeur nature où toute la politique serait soumise aux médecins. Donc le livre part de cette expérience, cette utopie médicale, et en raconte l'histoire. On parle de ce docteur David et de ses adjoints comme des gens qui étaient autoritaires, qui étaient violents, qui étaient excessifs, mais aussi comme des gens qui prenaient soin des populations. Et c'est ce soin-là qui est objet de nostalgie. Et à mon sens, c'est pas une nostalgie du colonialisme en tant que tel. Et d'ailleurs, on se gêne pas pour dire qu'ils y allaient trop fort. Mais c'est la nostalgie pour un certain rapport au gouvernement, un gouvernement qui prend soin de sa population, qui est un projet qui s'est quand même effondré au Cameroun comme dans beaucoup d'endroits d'Afrique dans les années 80. Effectivement, les médecins arrivent avec beaucoup d'ambition, ils veulent réapprendre aux habitants du Haut-Nyong à vivre,
Donc ça veut dire ils veulent changer complètement la façon dont les enfants sont mis au monde. Donc on construit des grandes maternités, on oblige les femmes à venir accoucher à la maternité en étant hébergées pendant un mois avant la naissance. Donc les maternités deviennent des grands camps de femmes où les femmes viennent avec leurs enfants, vivent, attendent de la naissance et sont récompensées par des bouts de savon et des couvertures. Ensuite, le docteur David crée des écoles. Il insiste beaucoup sur le sport, on crée des terrains de foot un peu partout, on organise des grands championnats sportifs de la région. Tous les matins, à 7h du matin, toute la région, en même temps, fait une leçon de gymnastique. On change l'agriculture, on lance la culture du cacao, c'est les débuts du cacao dans cette région. C'est un projet qui veut émanciper les indigènes, les libérer de la maladie, de l'ignorance, de la misère, et de les libérer par la force. C'est ça la contradiction fondamentale, c'est d'être fort. Et tout le colonialisme a toujours revendiqué presque ce mot d'ordre. Le précédent ouvrage se passe un peu dans le même contexte. On est principalement au Cameroun, dans cette région de maladie du sommeil, le centre, l'est du Cameroun. Les pouvoirs coloniaux lancent un nouveau médicament, cette fois après la Seconde Guerre mondiale, donc c'est une histoire qui vient après celle que je raconte à propos du docteur David. Ils lancent un nouveau médicament, la lomidine, qui est présenté comme le remède miracle à la maladie du sommeil, qui s'est révélé désastreux lorsqu'il était donné comme ça en traitement préventif de la maladie, en semant des dizaines et des dizaines de morts lors d'accidents liés aux injections du médicament. Et c'est un médicament qui par ailleurs avait aussi des effets secondaires très lourds, qui étaient systématiquement mis de côté par les pouvoirs coloniaux. Ces deux histoires, l'histoire de la lomidine, l'histoire du docteur David, je pense que c'est des histoires importantes à penser, pour essayer de dépasser justement ce débat un peu vain sur la médecine comme effet positif du colonialisme ou je ne sais quoi. Alors Séverine, qu'est-ce qu'on retient de cette rencontre avec cet historien? Qu'est-ce qu'on retient de cette histoire coloniale? Comme l'explique Guillaume Lachenal, le colonialisme, c'est ni tout positif, ni tout négatif. Les populations aujourd'hui qu'il a rencontrées ont une réelle nostalgie de cette époque où le gouvernement s'occupait vraiment de leur santé par la médecine. Et donc, de ce point de vue-là, ils ont réellement fait progresser la médecine. En revanche, il y a toujours des contradictions dans ce colonialisme qui a toujours imposé avec une grande autorité tout ce qui s'est passé pour les populations locales. Et par exemple, à cette époque, il y a même eu des personnes qui sont tombées malades du fait de cet autoritarisme, du fait par exemple qu'on les a laissés travailler d'arrache-pied pour cultiver le caoutchouc, alors même que dans le même temps, on essayait d'éradiquer la maladie du sommeil. Et le fait de les rendre très fatigués, par exemple, a créé des désastres médicaux. Donc il y a toujours dans le colonialisme ces deux côtés qui cohabitent et c'est un peu ce que Guillaume Lachenal essaye de montrer dans ce livre et même dans son livre précédent. Eh bien, vous venez de regarder la première de Comment ça va l'Afrique. On espère que ça vous a plu. On vous donne rendez-vous prochainement dans une nouvelle édition avec de nouvelles aventures médicales. Tout à fait, Ralph, à bientôt. On vous a reçu ici dans les locaux de l'EMI, l'école des métiers de l'information, qui a été très sympathique de nous recevoir. Vous avez pu entendre, oui, tout à fait. Tout le monde a continué à passer pendant l'émission. J'espère que ça ne vous a pas gêné. Nous, ça ne nous a pas gêné en tout cas. Pas du tout. Donc rendez-vous la prochaine. Merci. Au revoir. Ok.